Vous savez, ceux qui ont subi ou qui continuent de subir le martyre durant cette gouvernance, c'est beaucoup plus les jeunes. Ceux qui remplissent nos géoles aujourd'hui, ce n'est pas des gens de 70 ans. Ceux qui remplissent aujourd'hui, voilà, ceux qui subissent les dictats de ce régime, ceux qui sont poussés à l'exil, ceux qui sont muselés, ceux qui subissent le dictat du fameux code du numérique. Voilà, 1, 2, 3, harcèlement par voie électronique, je pense que c'est bien ça. Ceux qui sont sous le poids de ces dictats, ce n'est pas les gens de notre âge, c'est les jeunes. Et donc pour les jeunes, ce serait l'occasion de parler avec le président de la République, d'ouvrir les cœurs. Qui? Parce qu'ils ont des difficultés en politique. Qui? Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Qui? Parce que, voilà, le carburant est cher, l'eau est chère, l'électricité est chère, l'Internet est inaccessible. Qui? Parce que la formation ne cadre plus avec l'emploi. Qui? Parce qu'il a été désillusionné durant 10 ans. Probablement une minorité. Qui? Parce que, bon, il a apprécié un certain nombre de choses. On est parti, on a décidé de laisser cette délégation aller à cette rencontre parce qu'on croyait que ce serait, voilà, une telle rencontre. Moi, aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité qu'il y ait de la lumière sur la communication du Parti Les Démocrates. Depuis le 14 octobre 2023 à Parakou, où cette lourde responsabilité m'a été confiée, j'ai compris qu'il fallait faire tout pour que l'effet des projecteurs soit sur le parti. Et j'ai compris que le parti avait la possibilité d'accéder au pouvoir. Et donc, moi, je m'emploie à ça. Guy Mitokpe n'est qu'un exécutant. Je crois que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas moi. Le plus important, c'est qu'on puisse parler de nos difficultés. Le plus important, c'est qu'on puisse regarder les Béninois en face. Et est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est bien? Vous voyez, messieurs les journalistes, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que nous disons. Il y a des propos que nous faisons sortir de nos bouches. Ma foi, qui ne sont pas des propos politiques. Quand je dis que le meilleur héritage qu'un président qui est en fin de fonction peut laisser à son peuple et à sa jeunesse, c'est cette capacité qu'on puisse se parler, même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Voyez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Parce que vous pouvez construire des routes, vous pouvez construire des ponts, mais je l'ai dit, lorsque Saddam Hussein a été mis à défaut, lorsque Kadhafi, le peuple libyen et les Occidentaux s'en sont pris à Kadhafi, mais quelles sont les premières choses auxquelles le peuple, à quoi le peuple s'est-il attaqué premièrement? Aux réalisations de Kadhafi, aux réalisations de Saddam Hussein, je peux en citer tout dernièrement, tout près de nous, avec Bachar al-Assad. C'est à ces réalisations. Donc, moi, je ne voudrais pas que ces choses puissent être remises en cause. Parce que si une voie est construite, elle n'est pas construite pour les mouvanciers, elle n'est pas construite pour les opposants. Lorsque nous réclamons qu'il y ait de l'électricité moins chère, ce n'est pas pour les jeunes de l'opposition. Lorsque nous exigeons que l'eau puisse arriver dans tous les coins et recoins de notre pays, ce n'est pas que pour les jeunes de l'opposition. Et donc ces choses ne doivent pas être remises en cause. Mais par contre, lorsque vous partez et vous estimez après moi le déluge parce que les géoles sont remplies, lorsque vous partez parce que vous dites « je n'ai pas l'attitude de quelqu'un qui doit calmer le jeu, qui doit ramener la balle à terre », écoutez, je crois que le président Patrice Talon a raté une occasion. Celle de faire un dernier discours à l'occasion de la célébration de nos 65 ans qui coïncide avec la fin de son mandat. Un discours mémorable au cours duquel il allait appeler au pardon et à la réconciliation. Dit que notre pays est fragilisé, notre pays est sclérosé, divisé aujourd'hui, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité que nous vivons. Et donc, il devait travailler à la réconciliation de ce peuple. Il devait travailler à ce que les exilés puissent revenir. Il devrait travailler à ce que ceux qui sont des prisonniers d'opinion, ceux qui sont des prisonniers politiques puissent être relâchés. Et c'est tout ce que nous demandons. Est-ce qu'il n'est pas tant que... Parce que là, on a suffisamment entendu ça, mais apparemment, rien ne bouge au niveau des décibels. Oui, si rien ne bouge, c'est parce que nous n'avons pas la décision. Si on avait la décision, croyez-moi, on ferait tout pour que les lignes puissent bouger. Je l'ai dit à un de vos confrères avant hier, ce n'est pas un secret. Je disais à un de vos confrères que lorsque le président Patrice et Yahi Boni étaient au pouvoir, alors que moi-même j'étais un de ses opposants, avant de construire l'échangeur de Godomé et les deux passages supérieurs, ce que nous avons à Ouékhoé et à Stemmes, combien de nos compatriotes étaient allés en prison avant que ces œuvres ne soient réalisées? Dites-moi, combien de compatriotes étaient en prison? On a tiré sur combien de compatriotes à bout portant avant qu'on ait ces réalisations?
Et d'ailleurs, depuis 1960 à aujourd'hui, il est le seul président qui a construit ces infrastructures de cette qualité. Et donc, avant qu'il ne construise ces infrastructures, combien de nos compatriotes étaient allés en exil? Et donc, Patrice Talon, j'ai même dit qu'il ne doit pas être évalué sous le prisme de la démocratie. Si vous voulez évaluer les réalisations de Patrice Talon, évaluer ces réalisations, mais en ne le mettant pas dans la catégorie de ceux qui ont été sous l'ère de la démocratie et qui ont été évalués. Parce que le président Nicéphore Soglo, lorsqu'il tirait le pays de -3 à +6, il avait une opposition. Il avait une opposition, une résistance au Parlement. Les institutions de contre-pouvoir fonctionnaient. Les syndicalistes avaient leurs droits. Lorsque le président Yahi Boni a fait tout ce qu'il a fait, même si j'ai fait partie de ses opposants en son temps, mais écoutez, l'opposition fonctionnait. L'opposition avait ses droits. Les forces les institutions de contre-pouvoir fonctionnaient. Et donc, pour évaluer d'une manière juste et équitable les différents pouvoirs, il faut les mettre dans le même cadre. Monsieur Patrice Talon ne peut pas être évalué au même titre que le président Yahi Boni et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et même au même titre que Kérékou II, dans ce seul sens que il a fait taire tous ceux qui pouvaient animer la contestation ou tous ceux qui pouvaient animer les forces de contre-pouvoir. Parce que les forces de contre-pouvoir, c'est ça ce qui justifie votre démocratie. Mais voilà un président qui est arrivé, il a en griffe ligoté tout le monde, il a chassé ceux qui pouvaient chasser, il a incarcéré ceux qui pouvaient incarcérer, et il a fait quitter le pays à ceux à qui pouvaient faire quitter le pays parce que sous prétexte qu'il veut travailler. Mais apparemment, en allant à cette rencontre, vos attentes n'ont pas été comblées. Oui, si nos attentes n'ont pas été comblées, ce n'est pas de notre faute. Parce que notre première responsabilité serait soulevée si, en amont, on avait refusé de répondre à l'appel. Si vous ne répondez pas à l'appel de quelqu'un, comment vous pouvez discuter, comment vous pouvez échanger, comment vous pouvez mettre vos propositions sur la table alors que vous dites que vous êtes demandeur du dialogue? Lorsque on se présente comme un homme de dialogue, un démocrate, et qu'on veut échanger avec celui qui est au pouvoir, le premier des pas à poser, c'est d'aller vers lui, c'est de pouvoir parler avec lui. Et ne soyez pas amnésiques sans que cela ne soit une injure, messieurs les journalistes. Mais comprenez que depuis qu'il y avait Patrice Talon 1, c'est-à-dire son premier mandat, on n'a jamais manqué de dire que pour nous, le leitmotiv de toute chose, c'est qu'on puisse avoir la possibilité de se parler. Parce qu'avant lui, on se parlait. Et qu'il vienne au pouvoir parce qu'il veut faire des réalisations et qu'il décide que nous tous, ceux qui ne partagent pas sa politique, soient muselés, pour moi, ce n'est pas un bon héritage qu'il est en train de nous laisser. Parce que je vais vous dire quelque chose, vous allez permettre que je puisse le dire, parce que d'ailleurs, ma formation m'oblige de le dire. Vous savez, lorsque il y a eu la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, au lendemain de la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993. Et il y a eu le concept d'ivoirité qui avait été créé. Mais un homme avait été écarté, en l'occurrence l'actuel président de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Alassane Dramane Ouattara. Mais lorsque Alassane Dramane Ouattara avait été écarté, il n'a pas pu participer à l'élection de 1995. Nous, on était encore des enfants, mais on a vécu ça. Alors, celui qui a succédé au président Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire le président Henri Konan Bédié, va aux élections, il écarte le principal challenger, il gagne, il est au pouvoir. Mais l'exclusion qui a eu lieu en 94-95 germe à partir de 1999, c'est-à-dire la première déstabilisation du pays. Mais lorsqu'il y a la première déstabilisation du pays en 1999, les événements se déroulent et s'enchaînent et se compliquent. Et en 2002, malheureusement, le pays, la Côte d'Ivoire, connaît la guerre civile. Et ce recul, cette guerre civile, cette explosion, fait reculer le pays de 10 ans. Mais l'impact qui avait été posé, parce que quand vous analysez bien ce qui est à la base, en réalité, de la guerre ivoirienne, ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un détournement extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu que les hommes politiques volaient. C'est parce qu'il y a eu de l'exclusion. Lorsque vous excluez, à un moment donné, on n'arrive plus à maîtriser le jeu. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est que M. Patrice Talon a dirigé le pays en muselant les uns et les autres. Mais avant de partir, même s'il estimait que c'était utile qu'on muselle, parce que les syndicalistes, selon lui, peut-être lui casseraient les pieds, parce que les opposants l'empêcheraient de déployer son programme. Mais quand vous faites ça et que
On a vu ce de quoi vous êtes capable, parce que le président Patrice Talon en train fini, on n'a pas le niveau de la Chine, hein. On n'a pas non plus le niveau de la Corée du Sud. Mais ce n'est que 10 ans. Mais écoutez, celui qui a développé Singapour l'a fait en moins de 20 ans. Qui a positionné véritablement... Mais même si comparaison n'est pas raison, ce que vous allez permettre que je puisse dire, c'est que quand on se comporte comme il s'est comporté, je dirais que les fruits n'ont pas respecté la promesse des fleurs. Parce que tout ça pour ça, on serait tenté de le dire. Tout ça pour ça. Non mais écoutez, aujourd'hui, et je le dis à qui veut l'entendre, pour nos compatriotes qui ont l'habitude de voyager, j'étais avec un ami congolais qui vit en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, mais écoute, il y a une forte communication sur le niveau auquel le Bénin est arrivé aujourd'hui, mais moi, je suis en congé, je vais venir visiter le Bénin. Il est venu au Bénin et il m'a dit, mais attends, mais c'est de l'anarque, la communication qu'on nous fait à l'extérieur. Mais, en tout cas, il y a quoi de beau? Bon, moi je lui ai dit, c'est parce que tu n'as pas vu ce qu'il y avait il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Mais il dit, bon, moi je n'étais pas ici, mais quand même je devais être surpris du niveau auquel vous êtes arrivé. Et il m'a fait sortir ce propos que je voudrais partager avec nos compatriotes. Il m'a dit, la moindre des choses que l'on puisse concéder lorsqu'on fait une telle communication comme vous le faites, c'est que vos rues la nuit devaient être éclairées. Vos grands athées devaient être éclairés. Il dit, mais je me promenais dans la ville la nuit, j'ai eu le sentiment qu'on a coupé le courant sur les grands axes afin que vous puissiez avoir le courant dans vos maisons. J'ai dit, moi je ne sais pas si c'est ce qui s'applique. Mais franchement, que nos rues ne sont pas éclairées la nuit. Mais qui va quitter les villes éclairées d'un certain nombre de pays que nous connaissons pour venir prendre des risques sur nos voies qui ne sont pas éclairées? Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que nous évoquons, mais pas parce que nous n'aimons pas notre pays. C'est des choses que nous évoquons, pas parce que nous avons un problème personnel avec le chef de l'État, mais c'est des choses que nous évoquons en disant que mettez au cœur de notre développement la possibilité qu'on puisse se parler, mettez au cœur de notre développement la démocratie, parce que cette démocratie permet de dire ça c'est bon et elle permet de dire que ça ce n'est pas bon. Patrice Talon n'a pas tiré le son des bondieuseries de Boni Yayi? Non, vous savez, moi je ne suis pas venu ici pour faire le procès de... Un régime? Non, je ne suis pas venu ici pour faire le procès du mandat du président Boni Yayi, parce que... Elle a été trop gentille pour la Béninoise. Non, ouais, vous allez mieux me comprendre pourquoi je le dis. Parce que on ne peut pas se faire, on ne peut pas dire A et dire non A. Ce que je remettais en cause lorsque j'étais en opposition au président Boni Yayi, il savait que ce qui se présente aujourd'hui est pire que ça. Et donc, c'est de la logique, ce que je dis. Ce que je dis, c'est de la cohérence. Moi, aujourd'hui, regardez, je vais vous prendre un ou deux exemples. Lorsque le président Boni Yayi quittait le pouvoir, sur la question de l'autosuffisance alimentaire, le Bénin, en 2016, et les chiffres sont de l'Union africaine, le Bénin, en 2016, on avait un taux d'insécurité alimentaire de 9%. En 2016, c'est-à-dire au moment où le président Boni Yayi partait. En 2024, pratiquement 8 ans, on a un taux d'insécurité alimentaire de 26%. Avec un taux d'insécurité alimentaire sévère de 1,9%. Qu'est-ce qui justifie ça? Questionnez ceux qui nous dirigent. C'est ça ce que moi j'appelle les discussions, les débats que nous devons pouvoir faire. Parce que ces débats ne sont pas des débats subjectifs, ce sont des débats objectifs. Lorsque le président Boni Yayi partait, et à aujourd'hui, c'est-à-dire de 2015 à 2025, malgré toutes les prouesses dont se réclame ce régime, il y a 45 000 élèves qui n'ont pas pu, de la classe de 6e en terminale, atteindre la classe de terminale. 45 000 élèves. Et dans la sous-région ouest-africaine, nous sommes le seul pays à faire ce déficit. 45 000 élèves en terminale. C'est-à-dire, autrement dit, lorsque vous prenez de 2015 à 2025, il y a environ 38 000 élèves qui n'ont pas pu atteindre de la classe de 6e à la classe de 3e, la classe de 3e.
C'est des chiffres qui parlent. Mais le taux de réussite est passé pratiquement au double. Non, vous allez permettre que je finisse avec ma logique avant de venir sur la question du taux de réussite. C'est que lorsque vous constatez ces déficits, vous vous posez la question de savoir, mais à quand allons-nous rattraper le retard sur les dragons d'Asie? À quand allons-nous pouvoir rattraper le retard peut-être sur la Corée du Sud, sur la Chine, tous ces pays que nous prenons souvent en exemple? Mais ça veut dire que il faut questionner les raisons de ce déficit. Lorsque 45 000 élèves en 10 ans sont de moins, ce n'est pas le cas au Togo, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas au Burkina Faso, ce n'est pas le cas au Sénégal, ce n'est pas le cas au Niger et au Mali. Nous sommes le seul pays de la sous-région ouest-africaine à ne pas pouvoir, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à observer ce déficit. Vous avez interrogé un peu les... Non, les raisons, c'est que c'est d'abord une croissance de la paupérisation. Parce que lorsque vous détruisez les emplois des pères de famille, avec quoi vont-ils scolariser? Donc les enfants sont obligés d'être déscolarisés. La déscolarisation, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des cantines. L'encouragement à la scolarisation, c'est pas le fait qu'il y ait seulement des cantines scolaires. Lorsque vous détruisez les emplois des parents, lorsque la cherté de la vie ne permet pas aux parents de pouvoir assumer 3 repas par jour, mais ils se diront que, mais écoutez, il est déjà en 5e, il est déjà en 4e, il peut ne pas aller en 3e ou il peut ne pas aller en terminale. Il peut lire et écrire, c'est largement suffisant. Lorsque la petite bouteille de gaz est la plus chère de toute la sous-région, ce que je dis, vous pouvez le vérifier. La petite bouteille de gaz est à combien chez nous au Bénin? Les magasins qui chercheront à être gentils avec vous, c'est 4 500 francs, sinon 5 000 francs. La grande bouteille de gaz, c'est soit 10 000 francs, soit 11 000 francs. Mais ça n'existe nulle part dans la sous-région ouest-africaine. La grande bouteille de gaz, vous la trouvez à 5 000 francs, c'est-à-dire la bouteille de 12 kilos, à 5 000 francs pratiquement dans tous les pays de la sous-région ouest-africaine, même les pays qui n'ont pas de façade maritime. Donc, toutes ces choses, nous parlons de ça. Et lorsque le président justifie sa politique, en disant que, voilà, vaut mieux que ça soit cher. Pour être accessible à tous. Non, vaut mieux que ça soit cher pour que ça soit disponible, pas accessible. Parce que quand c'est cher, ce n'est plus accessible, mais disponible. Mais je dis ceci, mais écoutez, c'est l'ultra-capitaliste qui parle. Et ça va, je ne sais pas si la question va revenir au cours de l'émission. Parce que certains ont parlé de, voilà, Guy Dossumy-Tokpe a bégayé, il a dit, je n'y ai pas pensé, et le président lui-même est revenu en force. En disant ceci, c'est ça la différence entre vous et moi. Voilà, comment vous pouvez dire que vous n'y avez pas pensé? Les banques sont là, les entreprises sont là. Comment vous pouvez dire que vous n'y avez pas pensé? Mais là, j'ai l'occasion d'en parler. Monsieur Soudé, Monsieur Adibocha, lorsque nous étions rentrés dans la salle, le président de la République avait posé la question, la première question qu'il m'avait posée, je lui ai dit en répondant à la question que je suis un homme de gauche. Ce que je dis, vous pouvez vérifier sur toutes les plateformes de recherche. Mais un homme de gauche, mais il est plus proche des socialistes, il est plus proche des sociaux-démocrates, il est plus proche des sociaux-libéraux. Un homme de gauche, c'est celui qui pense que l'action d'État, l'action du gouvernement doit être plus impliquée dans le quotidien des populations. C'est ça l'homme de gauche. L'homme de gauche, c'est une idéologie. Et je dis, c'est en cela que lorsque nous étions montés et qu'il m'avait laissé le micro en parlant de différence, je lui ai dit que sur la question de la cherté de vie, on a vu la différence entre lui et le pouvoir de Yahya Boni. Permettez sans être trop long que je finisse avec cet aspect. Et donc l'homme de gauche, c'est celui qui dit que même si l'économie doit se développer, même si on doit construire des routes, même si on doit construire des ponts, il faut regarder à la question de la cherté de la vie. Il faut apporter un peu d'humanisme dans la gestion. C'est ça l'homme de gauche. Mais l'homme de droite, ou celui qui est de droite, ou libéral, capitaliste ou ultralibéral, c'est celui qui pense que ce qui compte, c'est le gain. C'est pour cela que vous devez pouvoir comprendre que le président Patrice Talon, en défendant cette loi, il se met dans la position du patron. Et c'est ce que je lui disais quand je lui disais, mais écoutez, votre parcours c'est-à-dire, on voit le reflet de votre parcours, a des répercussions dans votre gouvernance. Je n'étais pas en train de parler en l'air, parce qu'effectivement, il ne peut pas changer. Le président Patrice Talon ne peut faire que légiférer pour les chefs. Il ne peut faire que légiférer pour les patrons. Et quand vous prenez la loi sur l'embauche
Et c'est ce qu'il défendait lorsqu'il parlait de la nounou et tout le reste. La loi sur l'embauche fait la part belle au patron. Et donc, le concepteur de cette loi s'est mis dans la position du patron. Alors que, à tous les parlementaires, le b.a.-ba qu'on apprend à tous les parlementaires, c'est que avant de légiférer, avant de concevoir la loi, vous devez avoir ce principe à l'esprit. La loi doit pouvoir diminuer les pouvoirs du plus fort et augmenter les pouvoirs du plus faible. C'est ça l'essence de la loi. Mais Patrice Talon, là, vous avez manqué un coach peut-être. Patrice Talon vous disait que c'est ça qui a, lui, créé un environnement favorable à l'arrivée des entreprises et des entrepreneurs, des investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites votre petite enquête, il y a eu assez d'investisseurs qui sont venus au Bénin? Non, M. Soudé, M. Diboucha, ce n'est pas à nous de faire l'enquête. Et d'ailleurs, nous appellerons à ça. Il faut faire l'évaluation de cette loi après quelques années. Faisons l'évaluation de cette loi pour voir combien d'emplois cette loi a permis ou bien à sauvegarder et combien d'emplois ou combien d'employeurs ou combien d'entrepreneurs ou d'entreprises ou d'investisseurs cette loi a attiré. Vous savez, pour que les investisseurs puissent s'installer dans un pays, ce n'est pas forcément qu'on surexploite ou qu'on exploite l'employé. Et ça, là-dessus, sur la question de la nounou, je n'ai pas bégayé. Quand je dis je n'y ai pas pensé, mais écoutez, on me l'a appris depuis mon bas âge, mais vous n'êtes pas tenu de répondre à une question posée par votre contradicteur. Au nom de quoi vous allez répondre à la question posée par votre contradicteur? Parce que votre contradicteur a sa ligne qui n'est pas forcément votre ligne. Et ensuite, votre contradicteur, dans le cas précis, même si je faisais une démonstration, ça ne passerait pas à la télé. J'étais conscient que même si je fais une démonstration, aucun Béninois ne verrait ma démonstration. Mais ici, vous pouvez entendre et comprendre ce que je voulais dire. C'est que lorsque il met la question de la nounou, entre le bien-être de la nounou et le bien-être de votre famille, c'est le patron qui parle. C'est le patron qui a conçu la loi. Mais le plus important que vous devez pouvoir comprendre, c'est que le pays, et lui-même l'a dit, en majorité est constitué de pauvres. Si la loi ne protège pas l'employé, si la loi ne protège pas, comment on appelle ça, le plus faible, et qu'elle donne trop de pouvoir aux plus forts, les plus forts vont finir par écraser les plus faibles. Enfin, je dirais ceci. Ce qui pourrait attirer les investisseurs vers votre pays, ce qui pourrait créer beaucoup plus d'emplois, et là, c'est la proposition du social-démocrate, c'est la proposition de l'homme de gauche. C'est que le courant, non seulement qu'il puisse être accessible, mais qu'il puisse être moins cher. Parce que lorsque le courant est moins cher, les entreprises, au lieu d'aller à Dakar, au lieu d'aller à Abidjan, parce que c'est cher là-bas, viendront chez vous. C'est que la fiscalité ne puisse pas serrer le cou des investisseurs. Au lieu d'aller à Dakar, à Niamey, à Ouaga, ils viendront à Cotonou. C'est que le pays politiquement puisse être stable. Lorsque l'approche des élections n'est pas un moment d'explosion, lorsque l'approche des élections n'est pas un moment d'incertitude, les investisseurs viendront à Cotonou. Et il y a beaucoup d'autres raisons comme ça. Donc, la raison pour laquelle les gens viendront chez vous, c'est que vous ayez une justice qui dise le droit. La raison pour laquelle les gens viendront chez vous... Vous pensez que la justice ne dit pas le droit aujourd'hui? Peut-être que c'est une autre paire de manches, mais je crois qu'il y a un tribunal qui expédie les dossiers et qui est appelé tribunal spécial. Je crois que ce n'est pas encourageant. Ces choses-là n'encouragent pas les investisseurs. Et donc, la question, elle est large. Elle est large. Et donc, voilà, je n'y ai pas pensé. Pour moi, c'était que nous ne sommes pas du même courant. Moi, je suis un homme de gauche et je comprends que pour créer la richesse, il faut penser à celui qui travaille. Ça, c'est la pensée de l'homme de gauche. C'est la pensée du social-démocrate. Mais l'ultralibéral, le capitaliste ne pensera pas comme moi. Et le président Patrice Talon est un ultralibéral, c'est un capitaliste et je ne lui en veux pas parce que son parcours le lui impose. Est-ce que vous pensez que cette rencontre-là était essentiellement basée sur la rencontre avec les démocrates? Parce que là, on a l'impression que c'est un échange qui s'est passé entre deux personnes. Oui, ce n'est pas nous qui avons donné cette impression. Puisque ce n'est pas nous qui avons invité, nous on a répondu à une invitation. Et donc, ceci étant dit, il y avait beaucoup de personnes dans la salle, mais que la fixation puisse être faite sur notre parti. Vous comprenez aujourd'hui que... Pas que le Parti Les Démocrates est victime de cette guéguerre entre Patrice Talon et Boni Yayi? Oui, vous savez, une fois de plus, je l'ai dit à un de vos collègues la dernière fois, le président Boni Yayi a été président de la République du Bénin, avant le président Patrice Talon. Et le président Patrice Talon, dans l'ordre,
est devenu le successeur du président Boni Yayi. Qu'on le veuille ou non, ils ont été présidents de la République de ce pays. J'ai dit ils ont été parce que dans quelques mois, le président Patrice Talon sera un ancien président. Et donc, que la fixation puisse être faite sur les deux personnalités politiques, c'est à nous de faire les distinctions et c'est à nous de comprendre les choses. Le président Boni Yayi aujourd'hui équilibre, de par sa position, la question du jeu politique au Bénin. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. L'équilibre du jeu politique au Bénin aujourd'hui, c'est le président Boni Yayi. Vous pouvez ne pas l'accepter, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais c'est ça l'équilibre du jeu politique. Un rôle de catalyseur. Mais au fait, dites-moi, M. Soudé, M. Adiboucha, dites-moi, qui, comme personnalité politique dans notre pays aujourd'hui, équilibre le mieux, autant, qui peut dire au président Patrice Talon, ici c'est la limite. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Écoutez, c'est le président Boni Yayi. Et donc, sa position dans le parti Les Démocrates aujourd'hui apporte du crédit au parti Les Démocrates. Sa position dans le parti Les Démocrates aujourd'hui apporte de l'eau au moulin du parti Les Démocrates. Et son aura, l'homme de gauche qu'il a été, l'homme d'État qu'il a été, celui qui avait le cœur dans la paume. Moi, je ne regrette pas ça. Parce que vous comprenez que votre pays soit un pays pauvre et que vous décidez avec beaucoup de franchise d'apporter beaucoup de compassion dans votre gestion, ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas non plus de la compromission. Et donc, à ce titre, moi, je ne dis pas... Lorsque vous étiez dans l'opposition à Yayi Boni, qu'est-ce que vous lui reprochiez? Non, ce qu'on lui reprochait, si on lui reprochait des choses à l'échelle de 10, aujourd'hui, on est à l'échelle de 100. Donc, je pense que alors que 100 est là, on ne peut plus parler de 10. Valentin, je constate que le parti Les Démocrates compte sur le président Boni Yayi pour conquérir le pouvoir. Non, dire que le parti Les Démocrates compte sur le président Boni Yayi pour conquérir le pouvoir, c'est... Vous avez parlé de son aura, vous avez parlé oui, de oui, je vais vous répondre. Aussi pour l'UPA. Non, je vais vous répondre. Le président Boni Yayi a quand même le mérite d'être un peu discret et réservé ces temps-ci. Mais le président Patrice Talon nous l'a dit à la présidence de la République. Il a dit, je suis le patron des deux partis. Et il a dit, il n'y a pas de différence entre les deux partis. Lorsqu'on dit, voilà, laissez tomber tout ce qui est opposition, mettons-nous ensemble, travaillons. Vous savez, même le ciel qui était parfait, il y a eu de la contestation au ciel. Pourtant, le ciel était parfait. Et moi, je suis croyant, je suis chrétien, et puis on m'a toujours appris que Dieu n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer qui n'était pas mauvais. En le disant, ce n'est pas pour dire que ceux qui sont à la base de la contestation sont forcément mauvais. Je veux juste mettre l'accent sur le fait que l'unanimité ne peut pas exister dans une société où, vous savez, voilà, il y a différentes ethnies, il y a différentes religions, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Ce qui serait bien pour notre pays, et ça je vais insister là-dessus, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de force de contre-pouvoir, parce que moi je le dis ainsi, si les terminologies d'opposants ou d'opposition gênent, mais il faut des forces de contre-pouvoir. Les forces de contre-pouvoir, pour rattacher ça un peu à nos faits de tous les jours, c'est le Malio. C'est le Malio qui cadre le Cluton. Parce que quand le Malio n'est pas là, mais le Cluton, il ira partout. Il va tout casser. Il chicote tout le monde. Donc le Malio est là pour dire au Cluton, non, 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 tu ne peux pas aller là. Non, 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 c'est bon. Non, non, non. Bon, sans être trop adepte de ça, mais je vois ça quand même. Donc c'est le rôle de l'opposition. Mais ce qu'on vous reproche, c'est que vous ne faites pas des propositions constructives. C'est le même disque tous les jours. Non, je viens d'en faire. Je viens d'en faire. Et puis, ce n'est pas le même disque tous les jours. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le président Patrice Talon aurait pu être voilà, le bâtisseur comme il aurait voulu bien que nous le présenter, s'il jouait dans un registre dans lequel tout le monde joue. Vous voyez, je ne peux pas parler du cas de tout le monde. Ceux qui ont suivi mon parcours lorsque j'étais à l'université, j'ai toujours pris position contre l'injustice. J'ai toujours parlé au nom des plus faibles. Et donc, il y a beaucoup de personnes en politique aujourd'hui qui pensent que quand ça ne va pas, il faut qu'on parle. Quand ça ne va pas, il faudrait qu'on questionne pourquoi ça ne va pas. Parce que le pouvoir n'a pas commencé au Bénin, ni au Dahomey. Il a existé sous tous les cieux. Il continue d'exister. Lorsque vous avez un pays pauvre comme le nôtre, il faut des hommes qui aiment le pays. Il faut des hommes travailleurs d'abord, compétents,
Parce que aimer l'amour pour la patrie seul ne suffit pas. Compétents qui peuvent apporter des solutions aux difficultés. Mais la moralité de ces personnes doit être questionnée. Parce que dans beaucoup de cas, vous voyez des gens, voilà, quand la République met à leur disposition 1000, voilà, ils s'octroient eux-mêmes 800 et puis à la limite, ils mettent 100 ou 200 pour la République. Et donc le rôle du contre-pouvoir, c'est de pouvoir mettre la main sur ces choses. Lorsque j'étais sorti pour dire que la voie qui fait aujourd'hui la fierté de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire le boulevard de la Marina, qui quitte le carrefour, la loterie nationale pour aller vers voilà, Bioguira et voilà, le carrefour de l'aéroport. Lorsque j'étais sorti pour dire que cette voie de moins de 6 km a coûté 35 milliards aux contribuables de notre pays. Mais c'est un peu comme si voilà, il fallait me pendre. Parce que ça criait de toutes parts. Lorsque j'ai dit que les bureaux de la vice-présidence ont coûté 6 milliards de nos francs aux contribuables béninois, même en venant dans vos studios, maintenant j'étais passé devant le bâtiment. Mais nos compatriotes n'avaient pas ces informations. Lorsque eux-mêmes mettent dans leurs documents que le nouveau siège du Parlement va coûter 25 milliards aux contribuables béninois, et dans le dernier rapport, ils disent que, alors qu'ils étaient à un taux de réalisation physique de 64%, et qu'on est déjà à 78 milliards. Vous pensez que s'il n'y a pas de force de contre-pouvoir, ces choses-là seront suivies par les populations? Parce que nous estimons que c'est déjà trop. Et leur répondant, mon cher aîné Jacques Ayadji, lorsque je lui ai dit que je ne voudrais pas faire un débat avec lui, peut-être que beaucoup ont mal interprété ça. Vous savez, même quand on est en politique, on a peut-être parfois, nos choix. On n'a pas envie de peut-être avoir des sortes de prises de bec avec certaines personnes. Peut-être on a nos raisons. Mais pas sur le fond. Sur le fond, je peux faire le débat avec n'importe qui. Et ça, j'insiste là-dessus. Jacques Ayadji, le ministre, est venu et il a dit non, ce n'est pas 35 milliards, c'est 37 milliards. Et il dit non, Guy Mitokpe étale son ignorance parce que il ne maîtrise pas la question, parce qu'il n'est pas spécialiste du domaine, et que lorsque on a parlé de 6 km ou bien moins de 6 km, en réalité c'est 4 x 4. Non, nous sommes allés chercher le prix des voies de cette gamme dans la sous-région. Le prix des voies 4 x 4 et 2 x 2, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là, 4 voies, 2 x 2, on est allé chercher le prix de cette gamme de voies. Le Bénin vient en tête avec 6 milliards au kilomètre. Le pays qui nous talonne, c'est le Sénégal, avec un peu plus de 2 milliards. Le Maroc, qui a des voies jugées aux normes européennes, est à 1,5 milliard avec ses normes de voies. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Donc, moi, je pense que les populations veulent comprendre ces choses. Et c'est ça le rôle d'une force de contre-pouvoir. C'est que vous donnez, et puis le débat est là, et puis tout le monde tranche. Donc les forces de contre-pouvoir ne sont pas des forces qui tirent le débat vers le bas. En mettant ces chiffres sur la place, je n'ai pas remis en cause l'utilité de cette voie. Je n'ai pas remis en cause l'utilité du nouveau siège pour l'Assemblée nationale. Je n'ai pas remis en cause l'utilité des bureaux pour le ou la vice-présidente. Mais je dis, il faut qu'on check, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas, au nom du fait que vous êtes en train de réaliser des choses, mais procéder à la gabégie, racler les fonds du pays. Mais c'est de ça que nous parlons. Mais la voie de Porto-Novo, et j'en aurai fini, la voie à Porto-Novo s'émet. Eux-mêmes ont mis sur les panneaux techniques que cette voie entre le Carrefour Sémé et Porto-Novo va coûter au pays environ 80 milliards. Un peu moins de 10 km. Ça sort de l'entendement. Mais lorsque le ministre conseiller est venu pour s'exprimer sur cette voie, il a dit non, elle fait plus de 100 milliards. Mais écoutez,
vérité. Il y a des spécialistes avant vous et il y aura des spécialistes après vous. C'est ça, ces questions que nous posons. Avec cette divergence-là, oui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'en 2026, l'opposition et la mouvance soutiennent le même candidat comme le président du chef de l'État? Non. Vous savez, cette question de avoir le même candidat entre les opposants et le pouvoir, j'avais déjà fait par le passé une sortie là-dessus. Vous allez permettre que je puisse revenir sur les arguments que j'avais avancés. Lorsque vous estimez que c'est possible que nous puissions avoir le même candidat, mais au moment où vous nous arrêtez, vous nous emprisonnez. Au moment où nous dénonçons vos faiblesses, nous dénonçons ce que vous faites de mal, et vous nous muselez. Au moment où vous nous empêchez d'aller vers les populations, parce que nos meetings, pendant un bon moment, ont été systématiquement interdits. Mais au nom de quoi nous ne sommes pas des masochistes? Ouais, pour aller dans le même sens que celui qui nous a brimés, celui qui nous a muselés et celui qui nous maltraite. Nous continuons de dire que nous sommes pour la démocratie. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous continuons de dire que lorsque nous sommes demandeurs du dialogue, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas que les élections soient organisées. Non seulement nous exigeons l'organisation des élections à bonne date, mais qu'elles soient transparentes, ouvertes et inclusives. On ne peut pas être plus clair que ce que je suis en train de dire. Donc sur la question de c'est possible que nous puissions avoir le même candidat, c'est possible peut-être qu'ils puissent avoir les mêmes candidats avec d'autres partis comme les partis FCBE, parce que là, on ne sait pas s'ils sont des cabris ou des moutons, ils sont entre les deux. Mais nous, on sait qui nous sommes. Quand on sait qui vous êtes, on ne peut plus vous confondre. Nous ne partageons pas la politique du président Patrice Talon et en tout cas, moi-même, je serais étonné de constater ça. J'attends de voir ça. Certes, nous n'avons pas refusé d'aller à la rencontre avec le chef de l'État. Mais M. Kandé Kansou a été arrêté il n'y a pas encore 2 mois. Et vous connaissez, parce que vous êtes des hommes d'information, les raisons et les conditions dans lesquelles il a été détenu. Il est détenu. M. Hugues Sosoupé, vous savez les conditions dans lesquelles il a été ramené Manu Militari au Bénin. M. Steve Amoussou, vous savez les conditions dans lesquelles il a été détenu. Rien que des jeunes. Rien que des jeunes. Merci de m'apporter la précision. Et donc, si nous on était à ce déjeuner, j'imagine vos émissions. Vos émissions seraient tellement riches. Je vois M. Soudé dans cette grande démonstration. M. Adibocha, mon ami Koueton, je vous vois dans vos meilleurs jours. Mais on ne peut pas répondre à ça. J'ai dit à un de mes aînés, j'ai dit, mais écoute, moi j'ai fait la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et puis il y a une association des anciens responsables. La première des décisions, c'est qu'ils allaient m'exclure. Parce qu'ils allaient dire, mais écoute, on peut encore concéder ça à des novices. Des gens qui n'ont pas fait le mouvement. Mais toi, tu as fait le mouvement. Mais tu peux pas aller manger. Parce que à ce déjeuner, qu'est-ce qui allait se passer? Le président Patrice Talon, même si je ne prends pas de l'alcool, il allait prendre la bouteille de champagne. Ah, monsieur SNC, je vous sais. Et puis, les cadres de la présidence allaient guetter ce moment où le champagne ou le vin est en train de rentrer dans mon verre et puis ils vont prendre les grands angles. Ou vous allez remplir votre assiette. Ou bien au moment où je suis en train de me mettre la fourchette dans la bouche, les grands plans. Et puis on va dire, Guy Mitokwe à la table du président Patrice Talon au moment où ses amis croupissent en prison. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais pour l'indépendance quand même. Non, pour l'indépendance, c'est pratiquement dans le même registre. Parce que notre refus d'aller à l'indépendance, ce n'est pas un boycott de la souveraineté ou de la reconnaissance même des 65 ans. Notre refus et notre boycott d'aller aux manifestations, parce que les manifestations sont les manifestations d'un pouvoir. Les manifestations sont la matérialisation d'un pouvoir. La même preuve que tous les autres présidents faisaient cette manifestation à la place de l'Étoile. Mais le président Patrice Talon a créé son propre cadre avec sa propre Amazon. Et puis il fait son truc devant son Amazon. Donc, ça c'est pour lui. Le jour... Non, c'est lui qui a fabriqué ça. Ce qui veut dire que le jour où quelqu'un d'autre va venir, il va cibler une autre place dans Akpakpa là. Il va agrandir la voie. Lui aussi va venir faire sa manifestation là. Donc, c'est propre à certains pouvoirs. Mais ce que vous devez pouvoir garder, comprendre, c'est que nous n'avons pas boycotté
la reconnaissance voilà, des 65 ans, mais nous avons dit que pendant que ce pouvoir travaille à notre disparition, parce qu'en réalité, j'ai cru que vous alliez me poser cette question, le pouvoir de M. Patrice travaille à ce que le Parti Les Démocrates disparaisse. Mais on a dit que... Est-ce que ce n'est pas le reflet de cette guéguerre entre Yahya Boni et Patrice Talon? Parce que c'est sorti à la réunion. Non, les propos du président Patrice Talon sur le président Boni Yayi n'avaient qu'un seul but. Le seul but que ces propos avaient, c'était de discréditer le Parti Les Démocrates. Parce que, je l'ai dit, M. Soudé, je prends un exemple. Vous êtes le principal SG du mouvement syndical pour lequel... Non, je vais faire l'inverse. Je suis le principal SG du mouvement syndical pour lequel vous êtes le DG de l'entreprise. Bon. Je prends ce cas, hein, je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Et si vous et moi, on s'échange des SMS où on s'appelle souvent, vous attendez la rencontre avec tous ceux qui sont sous moi en tant que SG et vous dites, oh, votre SG là, il crie, on se parle, hein, on s'écrit. Vous voulez faire quoi? Vous voulez me discréditer? Vous voulez diminuer, vous voulez salir mon image, vous voulez entacher ma crédibilité. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que la sortie de Yayi lave le discrédit? Non, le président Yayi, vous savez, dans notre pays, on a une habitude. Le président Yayi, d'abord, lorsque nous faisions le point et qu'on était arrivé sur ce point, la plupart des membres de la délégation ont cru qu'il allait s'emporter. Mais moi, je l'ai trouvé très calme. Très calme. Mentir, c'est péché. Vous savez pourquoi il a dit mentir, c'est péché dans sa réponse? Parce que nous savons qu'il a la crainte de Dieu. Nous savons que, voilà, c'est le président qui, pendant 10 ans, a montré que moi, je suis attaché au Seigneur. Et donc, sa plus grande référence sur le plan spirituel, lorsqu'il s'identifie à ça avant de parler, ça voudrait dire, prenez-moi au sérieux, je ne peux pas mentir. Parce qu'il a dit, mentir, c'est péché. Ça veut dire que ce que je vais dire maintenant, je fais référence à ma plus grande, je sais pas, je m'identifie à ma plus grande référence spirituelle. Et en faisant ainsi, il explique maintenant. Parce que, M. Soudé, s'il disait, Talon mange, je ne lui ai jamais envoyé de messages, vous pouvez prendre son portable pour vérifier, vous ne pouvez pas. Maintenant, il dit les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Lorsque le jeune Julien Kandé-Kansou, innocent, a été arrêté, mais je ne vais pas aller le libérer avec une milice armée. Donc, j'ai écrit à mon successeur pour dire, écoute, arrête ces choses-là. Fais libérer le petit, parce que je sais que c'est une arrestation politique. Mais ça se passe. De l'autre côté, il dit, la dernière fois où on s'est vu, c'est lorsque le président Soglou et moi, nous avons quitté Niamey. Mais c'est des choses que nous avons... Voilà, c'est des choses auxquelles nous avons tous assisté. Et donc, moi, je crois que, d'abord, l'intention de celui qui a fait cette déclaration, c'est de salir. Et maintenant, celui qu'on voulait salir a dit non. Il pouvait mentir en disant, mais je ne lui ai jamais envoyé de message. Mais il a répondu de la manière franche, la plus sincère que possible. Alors, et moi, vous, les démocrates, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez toutes les ressources nécessaires à voir un peu les velléités et gérer le pouvoir? Et ce serait peut-être la fin de cette émission. Non, vous voyez, moi, cette question me permet de dire que le plus important, c'est le Bénin. Et ça, moi, je le dis toujours avec beaucoup de solennité. Moi, j'aurais très mal si nos standards baissent. J'aurais très mal si nos standards baissent. J'aurais très mal, oui, parce que, vous voyez, le président, sur tous les plans, le président Kérékou a envoyé le pays à un niveau. Sur le plan démocratique. Sur le plan démocratique et sur le plan des réalisations. Le président Mathieu Kérékou a fait ce qu'il pouvait. Mais le président Yayi Boni est venu apporter un plus à ce que le président Kérékou avait fait sur le plan de la démocratie et sur le plan des réalisations. Le président Patrice Talon, naturellement, a apporté sa connaissance et puis ce qu'il pouvait faire aussi sur le plan des réalisations. L'idéal, aussi bien pour le Parti Les Démocrates que pour le Bénin, c'est que celui qui va venir après le président Patrice Talon soit plus ambitieux que le président Patrice Talon. L'idéal, c'est que celui qui va venir après le président Patrice Talon puisse montrer que, comme
j'aime bien un peu parfois cette expression qui est proche à nos amis anglophones nigériens, que pour Talon, là, c'était yéyé, ça a dit c'était, voilà. C'est ça ce que nous voulons. Et celui-là se trouve avec vous? Naturellement, je disais que tous ceux qui ont 40 ans, qui sont compétents. Parce que, vous voyez, tant que quelqu'un n'est pas parfois à la charge, ou bien quelqu'un n'est pas à la responsabilité, on ne peut pas forcément savoir de quoi la personne est capable. Je le dis, la main sur le cœur, même aux partisans du président Patrice Talon, que quand le président Patrice Talon voulait, nous, alors que nous, on était ses défenseurs, on a lutté pour qu'il prenne le pouvoir dans ce pays. Et je dis que ceux qui ne voulaient pas qu'il prenne le pouvoir disaient, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser le pouvoir à un homme d'affaires. Parce qu'il se disait que les hommes d'affaires dans notre pays, pour la plupart, sont des demi-lettrés. Mais le président Patrice Talon a montré que, bon, voilà, je ne vais pas commenter la suite pour ne pas qu'il fasse un extrait de ce qu'il va dire pour essayer d'embrouiller le peuple. Mais ce que je veux dire, c'est que, à ce que nous avons apprécié, à ce que nous avons aimé dans sa gouvernance, celui qui doit venir doit pouvoir compléter. Si c'est les voix que nous avons appréciées, que celui qui va venir puisse nous montrer que ce que nous avons vu, c'était yéyé, qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, moins cher. Est-ce que vous êtes prêt au niveau du Parti Les Démocrates à confier le pouvoir à un jeune? Non, il y a des jeunes qui sont pires que des vieux. Donc, moi, je ne milite pas souvent pour des questions, voilà, il faut forcément donner à un jeune. Moi, vous savez, moi, j'ai très mal quand je vois que nous prenons du retard à des moments donnés. J'ai discuté avec mon épouse et puis elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, si le Bénin peut conserver sa démocratie et conserver son élan à un niveau donné, d'ici quelques années, nous allons sérieusement talonner le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je continue de croire que nous avons de grands défis. Le retard du Bénin, c'est d'abord un retard sur les Béninois, mais le retard du Bénin, c'est d'abord un retard aussi dans la sous-région. Et comme je le dis, si 10 touristes doivent venir au Bénin, nous, en tant que Béninois, nous devons nous arranger pour que 9,5 touristes puissent venir au Bénin et peut-être que le demi qui reste puisse se perdre. Mais on ne doit pas pouvoir laisser la possibilité. Parce que les touristes qui choisissent la sous-région, s'ils ne viennent pas au Bénin, ils viennent dans d'autres pays. Et donc, notre concurrence, c'est entre nous-mêmes et notre concurrence, c'est aussi avec la sous-région. Voilà, Guido Soumitokpe, j'aurais bien voulu que vous dites un mot sur Candidat Zanaï, qui a été évoqué aussi dans les débats. Il paraît que c'était votre ancien patron et tout le reste. Ce sera maintenant votre conclusion. Dites-nous rapidement, en quelques mots, cette parenthèse Candidat Zanaï avec le chef de l'État. Ça fait, j'ai du mal, parfois, j'ai du mal à aborder cette question parce que je ne sais pas pourquoi ça me... À chaque apparition, cette question doit revenir. Mais je ne manquerai jamais de le dire. Vous savez, j'ai quitté le parti Restaurer l'Espoir avec les pieds lourds. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, c'est comme un enfant qui est resté dans la maison de son père. À un moment donné, il doit pouvoir se prendre une femme et se marier. Et donc, ce n'est pas parce que vous devez quitter la maison de votre père que voilà, vous allez dire que vous n'avez jamais mangé dans cette maison, vous n'avez jamais fait vos besoins dans cette maison. Donc, moi, je suis dans cette disposition. Et puis, je suis d'autant que dans cette disposition que moi, je n'ai pas eu de problème particulier, ni avec le premier responsable du parti, ni avec d'autres membres du parti. D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui l'évoque. Non, le président Talon l'a évoqué. Vous allez remarquer que dans les reportages, ils ont coupé la partie où il expliquait. Quand il a dit, vous savez qu'il y a un secret entre vous et moi. Et puis, il a évoqué le président Zanaï. Et puis, il a expliqué, par contre, ceux qui étaient dans la salle, on a tous entendu. Mais dans le reportage, ça a été coupé. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de problème avec le président de mon ancien parti. Je l'ai toujours considéré comme quelqu'un... Vous avez beaucoup appris de lui. Je n'ai jamais manqué de le dire. Et ça, je n'ai jamais manqué de dire que j'ai beaucoup appris du président Candidat Zanaï parce que moi, je finissais la présidence au niveau de la Fédération nationale des étudiants du Bénin lorsque j'ai été coopté par le président Candidat Zanaï. Et donc, quelle que soit l'évolution de la situation, je reste très reconnaissant de ces faits. Voilà. Cette émission tire à sa fin. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je vais d'abord demander à nos compatriotes. Mais avant nos compatriotes, je vais demander à Dieu de permettre que ces prochains mois qui seront des mois naturellement chargés pour notre pays, chargés d'émotions, chargés sur beaucoup de plans, que l'Éternel Dieu puisse se souvenir de ce pays, afin que,
aucun sang ne coule, qu'aucun fils de ce pays ne perde la vie, qu'il n'y ait aucune veuve parce qu'il y a eu des élections, qu'il n'y ait aucun père, aucune mère qui perde son enfant parce qu'il y a eu des élections, qu'il n'y ait aucun homme qui perde son épouse, ou sa femme, ou sa fille, ou sa sœur, parce qu'il y a eu des élections. Et que les prochaines élections puissent consacrer un nouveau Parlement responsable. Que les prochaines élections puissent consacrer de nouveaux maires qui auront pour leitmotiv et pour priorité des priorités l'intérêt supérieur de notre pays. Que les prochaines élections puissent consacrer un président et une présidente qui auront pour engagement premier servir ce pays. C'est ça, ce pourquoi nous nous battons. Avant même les questions partisanes, avant même les questions, je dirais, claniques, la chose la plus importante, c'est le Bénin. Parce que ce que vous et moi, nous avons en commun, c'est le Bénin. Dieu restera avec nous. Quant à nous, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Afin que non seulement nous puissions, alors que cette clause des 20% a été mise dans la loi pour nous éliminer, pour nous écarter, nous ferons tout avec vous, pour que vous puissiez nous permettre d'avoir les 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Parce que le chef de l'État lui-même l'a dit au cours de cette rencontre. Il a dit, si aucun des partis n'a pu avoir 20% dans une seule des circonscriptions électorales et que tous les partis constatent qu'ils sont inéligibles, la Cour légiférera. J'emprunte ces expressions. Et il dit, si la Cour doit légiférer, selon lui, la Cour doit pouvoir se séparer du critère dans cette loi, dans cet article 146 nouveau, qui a éliminé tout le monde. C'est-à-dire quoi? De manière plus simple. Selon lui, si personne n'a pu avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales et qu'on doit constater le statu quo, la Cour va enlever les 20% et le prochain calcul se fera sur la base des 10%. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas aller directement aux 10%? Parce qu'avec 10%, nous n'avons eu que 3 partis à l'Assemblée nationale. Et donc, pour ne pas dire 2 partis et demi, puisque lui-même l'a dit que les 2 autres partis sont ces partis et que les 2 autres partis sont les mêmes. Et donc, si ces 2 autres partis sont les mêmes et ces 2 autres partis sont ces partis, il ne va pas vouloir que ces partis tombent. C'est pour cela qu'ils ont trouvé cette parade dans la loi, pour que ces partis ne recherchent plus forcément 20% dans chacune des circonscriptions, mais pour que ces partis, avec seulement 10% dans ces circonscriptions, puissent se mettre ensemble et que nous, seuls, nous puissions aller à la recherche des 20%. Mais nous savons que nous avons tout fait pour que la loi puisse être relue, mais la loi n'a pas été relue. Mais désormais, le ballon est dans vos camps. Et ensemble, soyez sûrs, Dieu nous donnera la santé, on se battra avec toutes nos forces et toutes nos énergies. Et au soir de ces élections, nous constaterons la fête et la fête, elle sera nationale. C'est ce que j'ai à dire comme mot de fin. Voilà.